Madame la députée, Mesdames, Messieurs, chers adhérents, ce matin, nous voilà réunis donc pour notre troisième petit déjeuner de l'année 2013, durant lequel nous aurons le plaisir d'écouter Madame Karine Berger, qui s'est aimablement proposée de traiter devant nous ce matin le sujet « Mieux financer les entreprises pour dynamiser l'économie de la France », ce dont je lui sais gré. À la réflexion, je trouve que ce sujet fait en quelque sorte la synthèse des deux interventions précédentes, développées d'une part par Robert Ophèle, sous-gouverneur de la Banque de France, qui avait bien voulu traiter des nouvelles réglementations bancaires pour les entreprises en France, et la deuxième intervention dont vous vous souvenez forcément, qui avait été confiée au commissaire Louis Gallois, qui avait bien voulu analyser les moyens de rendre la France plus compétitive. Mais avant de laisser la parole à notre invité, j'aimerais vous dire quelques mots de la vie de notre association. Alors d'abord, comme le veut la tradition, je vous rappelle que notre petit déjeuner de ce matin sera suivi par notre assemblée générale. Cette réunion annuelle nous permettra de revenir sur les moments forts de 2012 et montrera, s'il en était besoin, le dynamisme dont a su faire preuve notre association au cours de l'année écoulée. En outre, durant le deuxième trimestre 2013, les événements majeurs qui ont engagé la FTE ont été les suivants. Notre association a d'abord pris fin avril, conformément au budget et au calendrier fixé, ce qui est important, possession de son nouveau siège social au 3 rue d'Édimbourg, c'est marqué en bas du panneau derrière moi. Plus spacieux, plus lumineux, plus confortable, je pense que tout le monde s'accorde à dire que cette nouvelle localisation devrait largement contribuer à faire rayonner davantage notre association. Un groupe de travail également animé par Hervé Labbé, trésorier, directeur de financement et de la trésorerie de Orange, a beaucoup œuvré en collaboration avec la Banque de France pour étudier comment les petites et moyennes entreprises pourraient se financer via le marché des billets de trésorerie. Je le remercie ici très vivement pour la qualité des travaux menés. Il semblerait que pour de nombreuses structures, la notation soit largement dirimante, mais nous aurons l'occasion d'en reparler, je pense. Concernant nos délégations régionales, je me permets de signaler que M. David Quinquis, trésorier du groupe Astera, a été nommé délégué régional adjoint de la région Normandie, de même que M. Édouard de Slane, trésorier de GSE SAS, qui a bien voulu accepter de devenir délégué régional adjoint de la délégation Provence. Je vous indique également que le 12 juin dernier, à la demande du président de la Commission des finances du Sénat, M. Philippe Marini, votre président a participé aux côtés des présidents de l'autorité des normes comptables, M. Jérôme Haas, que tout le monde connaît, et du président de la Fondation des IFRS, M. Michel Prada, que tout le monde connaît également, à une audition sur le thème d'un intérêt certain, à savoir les normes comptables doivent-elles être remises au service de l'économie. L'ensemble de cette audition a été enregistré. Par ailleurs, dans le domaine universitaire, je ne peux que me réjouir de l'accord de partenariat récemment passé avec l'Université de Lille 2. La FTE, naturellement, nourrira très largement ce partenariat au travers, entre autres, de son centre de formation. Alors, concernant les événements à venir, je vous invite à sortir vos calendriers. J'ai 2 dates à vous préciser, si vous le voulez bien. D'une part, notre prochain petit déjeuner se tiendra ici même le jeudi 12 septembre prochain. Nous aurons donc ici même l'immense privilège de recevoir le directeur général de la BPI, M. Nicolas Dufourcq, qui vient juste, comme vous le savez, de constituer son équipe opérationnelle. D'autre part, les prochaines journées de la FTE se dérouleront au Palais Brognard, comme nous en avons pris l'habitude maintenant, les mardis 19 et mercredi 20 novembre, et je me permets de vous signaler dès à présent que l'ouverture de ces journées de la FTE a été confiée à M. Michel Pébreau, président d'honneur de BNP Paribas. Cela devrait donc être passionnant. Venons-en maintenant à notre hôte que nous avons l'immense plaisir d'accueillir ce matin, Madame Karine Berger. Madame, vous êtes née à Limoges, la capitale des arts du feu. En parcourant plusieurs biographies, il m'a semblé que vous étiez en parfaite harmonie avec votre lieu de naissance. Les arts, car vous vous intéressez d'abord au théâtre et à l'opéra, puisque vous êtes également grand amateur d'opéra,
Et par ailleurs, le feu, car on vous présente souvent comme quelqu'un n'ayant jamais froid aux yeux pour défendre vos convictions. Parce que vous voulez être visible, on vous décrit comme étant toujours prête à faire bouger les lignes et avancer bille en tête. Vous êtes nés de parents, tous deux professeurs de mathématiques. C'est donc d'eux forcément que vous hériterez non pas une, mais deux bosses des maths. Du coup, en 1993, c'est en vous amusant à chasser l'inconnu que vous intégrez Polytechnique. Estimant que ce parcours était insuffisant, vous le compléterez par le diplôme de l'École nationale de statistique et de l'administration économique, puis par le diplôme de Sciences Po. Vous vous orientez alors vers l'économie en travaillant tout d'abord à la direction de la prévision, puis en 2000, vous êtes nommé responsable de la synthèse des projections macroéconomiques pour la France au ministère de l'Économie et des Finances. En 2002, vous rejoignez la Direction générale de la concurrence, de la consommation, de la répression des fraudes. Vous participez également à un think tank pour réfléchir, j'allais dire déjà, à la réforme des retraites développée par le Premier ministre, M. Jean-Pierre Raffarin. En 2004, vous intégrez l'INSEE en tant que responsable du bureau de synthèse conjoncturelle, puis vous irez travailler au ministère du Budget en 2007 et 2008, avant de fuir Bercy en pantouflant pour le privé. Vous rejoignez alors la planète finance, en pleine débandade, et intégrez la compagnie d'assurance Euler Hermès, comme directrice du service des études économiques et membre du comité de direction. Vous en deviendrez rapidement directrice de la stratégie marketing internationale. Au plan politique, il faut bien que je l'aborde, vous adhérez au Parti socialiste en janvier 2000 et travaillez aux côtés de Bertrand Delanoë. Vous devenez membre du Conseil national du Parti socialiste 5 ans plus tard. En 2012, vous participez à l'élaboration du programme économique du candidat M. François Hollande. Vous en profitez du reste pour devenir, donc, durant sa campagne, l'un de ses émissaires les plus actifs, en charge plus particulièrement de la relation avec les détenteurs étrangers de la dette française. Entre-temps, en 2007, vous vous coltez pour la première fois au suffrage universel pour tenter de décrocher la députation de la première circonscription des Hautes-Alpes. Et contrairement aux apparences, vous n'êtes pas une parachutée, car ce département, vous le connaissez parfaitement pour y avoir passé de nombreuses vacances, à ce que je me suis laissé dire. En effet, votre maman, votre grand-mère était originaire de Chorges, peu éloignée du lac artificiel de Serponçon et de son célèbre barrage. Battu 5 ans plus tard, vous décidez de vous représenter. En 2012, vous serez donc élu député de la première circonscription des Hautes-Alpes avec près de 55% des voix. Rapidement, vous devenez membre de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale. Et il y a bientôt un an, vous avez été désigné secrétaire national à l'économie du Parti socialiste. En 2013, vous êtes un rapporteur du projet de loi sur la séparation et la régulation des activités bancaires. Donc c'est là, effectivement, que l'association commence à entendre parler de vous, et c'est un projet sur lequel, vous le savez, notre association a fait largement entendre sa voix. Mais vous êtes également co-auteur d'un ouvrage intitulé « Les 30 Glorieuses sont devant nous ». Donc on ne demande qu'à vous croire, peut-être même allez-vous nous le démontrer en traitant de la question suivante: comment donc mieux financer les entreprises pour dynamiser l'économie de la France? En effet, comment jugez-vous aujourd'hui la compétitivité de notre tissu industriel? Estimez-vous que l'euro n'est pas davantage un handicap qu'un avantage concurrentiel pour nos entreprises? Quel est le rôle que vous souhaitez voir jouer à la BPI? N'y a-t-il pas contradiction entre amélioration du financement des entreprises et séparation des activités bancaires? Ne pensez-vous pas que la taxe sur les transactions financières n'obère pas la compétitivité du secteur bancaire, sur les épaules duquel repose une large part des financements en direction des PME? Je sais donc qu'en plus du théâtre et de l'opéra, vous avez développé également un goût prononcé pour l'aviation de tourisme et le pilotage. Cependant, je suis sûr que ce matin, vous aurez à cœur de faire mieux que de survoler l'ensemble de ces questions. C'est donc avec plaisir que je vous cède le micro. Merci de votre attention. Bonjour mesdames et messieurs, merci infiniment pour cette invitation sur des sujets extrêmement larges, puisque quand j'ai reçu les propositions de première question, il y en avait déjà 2 pages, donc je n'ose pas imaginer quand nous rouvrirons le débat dans une demi-heure, après un propos liminaire que j'espère le plus clair possible et déjà le plus précis possible sur toutes les questions que vous souhaitez aborder ce matin. Alors,
Devant l'importance des sujets que vous souhaitez que nous discutions, j'ai choisi de concentrer mes propos sur 2 thèmes et puis de finir sur les questions de compétitivité de macroéconomie, mais vraiment sur 2 thèmes qui évidemment sont au cœur de l'actualité financière et de financement des entreprises aujourd'hui en France. Le premier thème, c'est la question de la réforme de l'épargne, puisque j'ai de nombreuses questions sur le rapport que nous avons coécrit avec Dominique Lefebvre, rapport qui, à ce stade, évidemment, n'a pas donné lieu à des décisions de la part du gouvernement, mais rapport qui nous a amené à proposer un certain nombre de choses très importantes sur le financement des entreprises et bien évidemment les questions de trésorerie. Et puis, puisque vous m'y avez invité, Monsieur le Président, évidemment, je souhaite parler aussi de la réforme bancaire. J'ai presque envie de dire des réformes bancaires, car si nous faisons la somme de tout ce qui a été proposé en termes de régulation financière et bancaire depuis 2 ans, et Michel Barnier, au niveau européen, détient un compte assez impressionnant de tout ce qui est lancé actuellement et en cours d'élaboration, on s'aperçoit que c'est bel et bien plusieurs réformes structurelles qui sont en train de modifier, peut-être pour toujours, le paysage de la finance et de la banque en Europe et notamment en France. Mais d'abord, la question du financement des entreprises, parce que ma conviction est que si aujourd'hui nous sommes dans un cycle économique, dans le bas du cycle économique, et si aujourd'hui, quand on est responsable d'une branche commerciale, d'une grande entreprise, le premier sujet, c'est la top line, et pas forcément la question du financement des investissements, ou même d'ailleurs du financement de la trésorerie, même si aujourd'hui, le vrai sujet pour les entreprises, c'est faire du chiffre d'affaires plutôt que d'investir, il n'empêche qu'il y aura quand même un jour ou l'autre une reprise économique et une reprise du cycle, et qu'à ce moment-là, on s'apercevra que le monde issu de la crise de 2008, la crise financière de 2008, n'a plus les mêmes capacités de financement qu'avant. À ce moment-là, on s'apercevra que toutes les finances qui ont été rendues disponibles entre 2002 et 2008, grâce à une politique de la Réserve fédérale que peut-être nos futurs commentateurs économiques jugeront un peu imprudente, toutes ces finances-là seront probablement moins disponible, pour ne pas dire face à une véritable difficulté à lever. Donc, comment financer les entreprises dans le cadre d'une reprise économique qui, encore une fois, devra quand même avoir lieu un jour ou l'autre et, à mon sens, de manière assez rapide tout de même. Eh bien, avec Dominique Lefebvre, nous sommes partis d'une question très simple, c'est au fond quels sont les besoins de financement des entreprises françaises aujourd'hui? Qui a besoin de financement et quels sont les montants nécessaires? Eh bien, la première chose qu'on a constatée, c'est que cette évaluation-là n'existait pas vraiment. C'est l'une des questions que vous m'avez posées. En fait, les chiffres officiels, de savoir de combien les entreprises françaises ont besoin pour investir ou pour se développer, ces chiffres-là sont assez peu connus. On a 2 types de financement, bien évidemment, le financement par la dette, le financement par les fonds propres. Le financement par la dette, bon, j'en parlerai tout à l'heure, est évidemment remis en question potentiellement par l'ensemble des normes financières qui sont mises en place actuellement, quoique on verra que les choses ne sont pas encore totalement réglées. En tout cas, le financement par effet levier sera sans doute moins aisé dans les années qui viennent que cela n'a été jusqu'à présent. Et le financement par fonds propres est un sujet qui est à la fois un sujet évident pour n'importe qui fait de la gestion financière d'entreprise et qui en même temps n'avait pas fait l'objet d'une étude sérieuse en France pour savoir quels sont les besoins réels. Alors, à force de rencontrer des gens avec Dominique Lefebvre, nous avons fait un chiffrage qui en fait est un chiffrage qui remonte du terrain, si vous me permettez cette expression-là. C'est-à-dire qu'on a essayé de voir, structure d'entreprise par structure d'entreprise, quelles étaient les sommes qui revenaient, que ce soit en fonction des tailles d'entreprise, en fonction des secteurs, en fonction aussi de ceux qui placent l'argent dans les entreprises, en fonction des gestionnaires. Et en fait, les sommes nécessaires sont à la fois importante et en même temps totalement réalisable. Nous sommes arrivés à la conclusion suivante que du point de vue fonds propres, c'est-à-dire dans l'hypothèse, encore une fois, où on envisage un prochain cycle économique basé sur la montée en puissance des fonds propres pour le financement de l'investissement des entreprises. Du point de vue fonds propres, on est sur des besoins de l'ordre de 100 milliards d'euros en France de financement de nos entreprises. 100 milliards d'euros, un PIB de 2000 milliards, je vais vous donner tout à l'heure les chiffres d'épargne des Français,
C'est à la fois énorme, parce que 100 milliards, ça ne se trouve pas du jour au lendemain, mais en même temps, c'est quelque chose de très accessible. Et dans ces 100 milliards d'euros, il faut bien comprendre qu'il y en a en fait beaucoup moins qui sont nécessaires pour le financement de la croissance proprement dite des PME et des ETI, des petites entreprises, de celles qui font vraiment la croissance de demain, celles qui vont emporter la recherche, l'innovation, l'investissement, puisque sur ces 100 milliards, nous estimons qu'il y a besoin au maximum 20 milliards, 25 milliards à destination des PME et des ETI. Et à l'intérieur de ces 20 à 25 milliards, ce qui correspond vraiment au capital risque, c'est-à-dire là où vraiment on est sur de la start-up, sur quelque chose qui est ultra risqué, mais en même temps potentiellement très profitable si ça marche, on est sur des besoins d'au maximum 1 ou 2 milliards. Alors c'est vrai que quand on regarde ces chiffres, on s'aperçoit que, au fond, c'est pas la mer à boire, si vous me permettez cette expression un peu vulgaire. Surtout quand on regarde par rapport à l'épargne des Français. L'épargne des Français, 10 000 milliards, 5 fois le PIB de la France. Évidemment, beaucoup d'immobilier. Donc, à l'intérieur de ces 10 000 milliards, il y a 3 600 milliards d'épargne financière hors immobilier. Enfin, 3 600 milliards, c'est presque, pas tout à fait, mais presque 2 fois le PIB de la France, ce qui est considérable. Et au milieu de ces 3 600 milliards, vous avez 1 400 milliards d'assurance vie. 1 400 milliards d'assurance vie, c'est l'équivalent des revenus des Français sur une année à peu près. Arriver à piloter une centaine de milliards d'euros de cette épargne des Français vers le financement des entreprises françaises nous paraît particulièrement réalisable. Alors, c'est vrai que les Français ont une demande forte de sécurité, de liquidité. La première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que dans notre pays, nous avons une demande de faire en sorte que l'épargne soit sûre, solide, liquide, et au fond, la question du rendement est un peu secondaire pour les Français. Ils préfèrent 100 fois quelque chose qu'ils récupéreront à tous les coups et à tout moment, plutôt que quelque chose qui est extrêmement rentable. Donc, cette préférence étant quelque chose de difficile à modifier, nous avons choisi de faire nos recommandations pour repiloter, pour réenvoyer une centaine de milliards d'euros vers le financement des entreprises. Nous avons choisi de faire nos recommandations sur ce qu'on appelle les très grands contrats d'assurance vie. Parce que l'épargne des Français est certes très abondante, mais elle est surtout aussi très différemment répartie en fonction des Français. Sur les 1 400 milliards d'euros d'assurance vie, il y a approximativement 700 milliards détenus par 1% des ménages français. Donc on est sur quelque chose d'extrêmement peu égalitaire, ça c'est sûr, mais d'une certaine façon extrêmement différent en termes d'épargne. Donc les recommandations que nous avons faites, c'est de dire, sur ces grands contrats, il faut arriver à distinguer le risque du non-risque. Et là, je m'arrête un instant, parce que le vrai sujet du financement des entreprises en France, c'est le suivant, c'est que la France est un pays qui n'aime pas le risque, mais n'aime pas du tout le risque. La prise de risque en France, qu'on soit d'ailleurs un ménage ou qu'on soit une entreprise, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à organiser et à susciter, à favoriser. Et donc, on a, c'est vrai, un choix systématique de financement des obligations d'État, ce qui peut être utile dans les temps actuels, un choix aussi de placement monétaire, du cash. On a finalement assez peu de choix volontaires d'aller sur de la prise de risque, sur de l'investissement moyen terme ou long terme, et sur quelque chose qui, certes, peut être très rentable, mais qui, au final, peut aussi se révéler très risqué. Et donc, il s'agit, dans notre idée, de faire en sorte de différencier, en termes d'incitation fiscale, les gens qui prennent du risque avec leur épargne de ceux qui n'en prennent pas. Alors encore une fois, on a choisi de bien être clair, cela ne concerne pas l'ensemble des Français. On a choisi de viser notamment les contrats d'assurance vie qui sont au-delà de 500 000 euros, ce qui correspond encore une fois approximativement à c'est moins de 1%, mais c'est quand même plus de 0,5% des contrats actuels d'assurance vie en France. Et ça correspond surtout à des flux et des sommes de stock extrêmement élevés. Donc au-delà de 500 000 euros, nous recommandons de différencier tout simplement l'avantage fiscal
selon la façon dont les gens placent leur argent. Si vous placez en UC, en unité de compte, ce qui permet à l'assureur de financer les entreprises, les PME, le logement intermédiaire, vous maintenez, on propose de maintenir l'avantage fiscal très important de l'assurance vie. Et puis si vous choisissez, ce qui est tout à fait votre droit, de placer votre argent sur des fonds monétaires, eh bien, à partir d'un certain seuil, que l'on propose à 500 000, on suggère de ne pas maintenir l'avantage fiscal au-delà, bien évidemment. Sur les premières tranches, on maintient. Ça, c'est assez technique et évidemment, ça peut être débattu, mais l'idée est simple. C'est qu'en France, on n'a jamais réfléchi jusqu'à présent à une différenciation d'incitation fiscale sur la façon dont les gens choisissent de placer leur épargne. Que l'on place de l'épargne de manière non risquée ou qu'on le place de l'épargne de manière risquée, c'est-à-dire au financement de l'économie française, des entreprises françaises, on a les mêmes avantages. Ce n'est pas normal, et donc c'est la recommandation que nous avons réalisée. Il y a d'autres éléments et que vous évoquez dans les questions que vous m'avez transmises, qui est notamment tout ce qu'on propose au travers de ce qu'on appelle le PEA-PME. Donc l'idée est de rajouter une tranche de 75 000 € dans les PEA pour le placement PME. Il faut quand même avoir en tête que c'est quelque chose, là pour le coup, de très très risqué, puisqu'on n'est plus tout à fait sur l'intermédiation. L'assurance vie est une intermédiation comme une autre pour sélectionner des risques de financement d'entreprise. Mais sur le PEA-PME, bien évidemment, il y aura intermédiation via le système bancaire, mais quand vous avez une tranche spéciale PME, vous savez que le placement que vous mettez peut être très positif à terme, mais peut aussi se révéler assez risqué. Et dans les questions que vous me posiez, vous me demandiez s'il fallait mettre quelque chose qui ressemblait à de l'obligataire en plus. La réponse est oui, et d'ailleurs c'est déjà le cas. C'est-à-dire que quand vous regardez la façon dont l'argent des PEA est organisé, on s'aperçoit très clairement qu'il y a une large partie des PEA qui sont des financements par obligation. Toujours est-il qu'il n'est pas possible, dans la structure d'intermédiation de l'épargne en France, d'envisager quelque chose qui soit monorisque. Il y a besoin d'avoir à chaque fois un panel d'arbitrage entre du très très risqué, du financement de capital risque ou de capital investissement sur la PME ou de l'ETI, du beaucoup moins risqué, mais très utile quand même, de l'action de grandes entreprises. Et puis au milieu, tout un panel, on va dire, d'outils, de l'obligataire d'entreprise, du court terme aussi, peut-être des billets de trésorerie, qui permettraient, d'une certaine façon, de lisser le risque du financement à destination des entreprises françaises, du point de vue, encore une fois, de la gestion de portefeuille et de la gestion de l'épargne des ménages. Dans ce contexte-là, si on prend en compte l'argent dégagé de la remontée du livret A, la mise en place d'un PEA-PME, une réforme, on va dire, limitée des mécanismes d'assurance vie, nous pensons qu'en 4 ans, avec rien qu'en jouant sur les flux, sans regarder le stock, on peut sans problème renvoyer à peu près 100 milliards d'euros sur le financement des entreprises françaises en fonds propres. Alors, vient le deuxième sujet, et puis ce sera mon deuxième temps de réflexion. Il n'y a pas que les fonds propres dans la vie, il y a aussi beaucoup la dette et la partie plus liée, on va dire, au système bancaire et à toute la réforme bancaire et financière qui est actuellement en cours. Alors, la loi bancaire, elle arrive un peu à sa dernière étape, puisqu'elle a été examinée à 2 reprises, et par l'Assemblée nationale et par le Sénat. La commission mixte paritaire aura lieu mi-juillet, donc c'est le dernier moment où normalement l'Assemblée et le Sénat vont se mettre d'accord, et que, sauf si on avait une dernière lecture à l'Assemblée parce qu'il y aurait des accords avec le Sénat, normalement la loi sera définitivement adoptée avant la fin du mois de juillet. Cette loi, elle s'inscrit dans un cadre extrêmement large, qui va de Bâle III jusqu'à l'Union bancaire européenne, en passant par l'ensemble des directives CRD4 et de la directive qui arrivera sans doute en septembre de séparation des activités bancaires au niveau de l'Union européenne et pas seulement au niveau de la France. La loi française est un équilibre, je crois, particulièrement précis de ce qui était nécessaire pour éviter qu'on se retrouve dans des situations impossibles, comme ça avait été le cas à l'automne 2008, et en même temps de ce qui est utile au financement de l'économie par les mécanismes de dette. L'une des questions que vous me posiez, c'est est-ce que la séparation bancaire est hostile au financement de l'économie ? Moi, je pense que c'est exactement l'inverse.
C'est-à-dire que tant que vous avez un système bancaire en France qui a des directions, des services avec des rentabilités beaucoup plus élevées que la rentabilité de la banque de détail, de la banque de réseau ou de la rentabilité des financements sur les marchés financiers d'entreprise, tant que vous avez la possibilité d'avoir un ROE de certains morceaux de votre, votre BFI, de votre banque de marché à 15%, 18%, 20%, 25%, ce qui était le cas sur certaines banques françaises en 2006, 2007, 2008, il n'y a aucun moyen de convaincre les banques d'allouer leurs fonds propres sur le financement des entreprises, que ce soit PME ou grandes entreprises. Tant que le fonds propre rapporte plus si vous mettez de l'argent sur des marchés dérivés asiatiques ou de la spéculation sur matières premières à très court terme, vous n'aurez pas d'incitation du système bancaire à utiliser ces fonds propres pour faire effet levier sur la dette d'entreprises françaises. C'est complètement rationnel et d'une certaine façon, je n'en veux pas aux banquiers d'avoir ce type de préférence. La séparation fait en sorte que ce type d'arbitrage de ROE à l'intérieur même des banques soit rééquilibré. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'avantage a priori parce que le taux d'intérêt normalement de financement de la filiale dans laquelle les activités spéculatives seront logées sera normalement plus élevé que celui de la maison mère, il y aura un moindre avantage comparatif en termes de rentabilité de faire des activités de marché pures par rapport à des activités de financement de l'économie. Donc la séparation bancaire à la française, c'est quelque chose qui vise à renforcer le financement des entreprises par le système bancaire et à le rendre plus rentable au regard d'autres activités spéculatives de marché. C'est un deuxième effet, mais ce n'est pas le sujet de ce matin, c'est que ça nous a permis aussi de mettre en place un système de résolution bancaire, ce qu'on n'avait pas en France, c'est-à-dire que quand une banque faisait faillite en France, on n'avait aucun moyen d'éviter, au fond, le tribunal de commerce comme tout le monde, ce qui est un petit peu compliqué quand on a une banque, parce que la différence entre une banque et une entreprise, c'est qu'une banque peut mettre en danger beaucoup d'entreprises. L'inverse est un peu moins vrai. Donc la résolution bancaire fait partie aussi des sujets de la loi bancaire, mais ce n'est pas le cœur du sujet de la séparation, qui est encore une fois la question de savoir comment l'argent est utilisé par le système bancaire. La question d'après, c'est celle de Bâle III. Évidemment que vous vous inquiétez et que tout le monde s'inquiète de savoir quelles vont être les conséquences d'avoir au même moment une réforme structurelle du système bancaire, français et européen, parce que les Européens auront une proposition, et puis la mise en place de Bâle III. Alors quelques mots quand même sur Bâle III, puis ça me permettra de parler aussi de Solvency II. Bâle III est quand même déjà, cette fois-ci, presque stabilisé. C'est-à-dire que les directives CRD4 sont maintenant écrites, et donc les règles issues des recommandations prudentielles de Bâle III sont à l'état de loi européenne qu'il suffit désormais de transcrire ou à peu près dans les droits nationaux. Il existe, c'est vrai, une dernière possibilité de négociation sur, on va dire, les ratios techniques, sur certains ratios techniques de Bâle III. Mais moi, je vous dis vraiment très sincèrement ce matin, je ne crois pas que Bâle III soit un obstacle au financement des économies. Pourquoi? Parce que si on regarde ce que demande Bâle III, c'est simplement des demandes issues de ce qui a vraiment fait déraper le système à l'automne 2008. C'est l'idée simple qu'on ne peut pas avoir un système bancaire qui se finance exclusivement à moins de 3 jours sur les marchés financiers pour prêter de l'autre côté à 10 ans, à 15 ans ou à 25 ans. Parce que le jour où vous avez le moindre pépin pendant 24 heures ou 48 heures, c'est l'ensemble de ce super effet levier, si vous me permettez l'expression, qui est mis à mal. Donc la demande de Bâle III, c'est simplement de dire, essayez de trouver le moyen de ne pas être pieds et poings liés 48 heures, en 48 heures par le reste des marchés financiers. La demande, c'est de faire en sorte qu'on puisse rester sans financement de marché, entre guillemets, pendant 1 mois à 2 mois. Franchement, la demande, elle est d'une certaine façon extrêmement raisonnable, notamment quand on est une entreprise. Parce que quand on est une entreprise, se dire que sa banque a les moyens de résister à une tornade financière
pendant 1 à 2 mois sans avoir forcément besoin de passer par les couperets de la Banque Centrale Européenne et le bon vouloir de M. Draghi, c'est quand même quelque chose de très important. C'est quand même quelque chose de très important. Sur les ratios en capital, ça me permet de, au fond, vous poser ma question. On est, au fond, en tout cas dans le système bancaire français, d'ores et déjà prêt à assurer les ratios en capital de Bâle III. Et j'ajouterai quelque chose, c'est que d'après ce que je comprends, les normes IFRS elles-mêmes sont en train d'évoluer. C'est-à-dire que d'une situation où on avait à la fois des ratios de Bâle III jugés très durs par le système financier, mais en même temps des ratios IFRS qui nous renvoyaient tous à la valeur de marché, donc avec une volatilité très très forte, on a réussi à avancer, on est en train d'avancer, mais c'est une question que je vous pose pour ceux qui seraient au courant, vers quelque chose d'un peu plus raisonnable du côté des normes IFRS. Parce que le vrai sujet pour moi, ce ne sont pas encore une fois forcément les ratios de Bâle III, c'est la façon de mesurer les valeurs qui sont prises en compte dans le ratio de Bâle III. Et ça, ce n'est pas une question de ratio, c'est une question de normes comptables IFRS. Sur ces questions-là, les choses sont en train de bouger. Elles sont tellement en train de bouger que ça aura sans doute des effets aussi positifs sur les ratios de Solvency II, puisque le financement des entreprises, comme je vous l'ai dit, sur la partie fonds propres, je pense qu'il sera naturellement fait de plus en plus, en tout cas sur des grandes masses, par les mécanismes d'assurance, que du côté de l'assurance comme du côté bancaire, les ratios de Solvency II font grincer des dents. Alors, Solvency II, à la différence de Bâle III, n'est absolument pas stabilisé, à vrai dire même est réouvert à la fois sur le principe, pour le coup, à la différence de Bâle III, mais en plus parce que les normes comptables qui permettent de faire les évaluations de ratios de Solvency II sont elles-mêmes en train d'évoluer, encore une fois, selon mes informations. Tout ceci pour vous dire que même si, bien évidemment, on va assister à un deleveraging, comme on dit, global en Europe et dans le monde, parce que la dette a été trop élevée, que ce soit dette privée ou dette publique d'ailleurs, et les deux sont difficilement distinguables de nos jours. Le deleveraging aura lieu d'une manière ou d'une autre. J'espère qu'il aura lieu surtout par les mécanismes de croissance économique plutôt que par de réduction de la dette. Mais c'est un deleveraging qui se fera, je crois, avec des normes financières et bancaires les plus raisonnables possibles. On ne pouvait pas faire moins suite à la catastrophe financière de 2008 et 2009. Cela ne remet pas en cause du tout le financement des économies à partir du moment où on arrive à faire des incitations intelligentes sur l'épargne des ménages, et notamment des ménages français. Et cela ne remet même pas en cause la compétitivité du système bancaire et financier, car nous rentrons dans un monde où la capacité de résister aux crises sera tout autant un mode d'évaluation de la valeur réelle d'une banque ou d'une assurance que sa rentabilité intrinsèque ou sa rentabilité à court ou à moyen terme. Je terminerai en vous disant que vous aviez aussi souhaité peut-être qu'on discute, et en tout cas mon point de vue, sur la situation de la compétitivité de l'économie française de manière transversale. Vous comprenez bien que si je plaide pour qu'on trouve du financement aux entreprises françaises, notamment aux PME et aux ETI, et notamment en fonds propres, c'est que je suis persuadée que cet argent peut être rentable. Et donc, par conséquent, je suis persuadée que la compétitivité de l'économie française est tout sauf dans une situation irréversible ou dramatique. Quand on regarde les ratios de rentabilité des PME et des entreprises, même des grandes entreprises, en comparaison internationale, quand on les regarde de manière sereine, c'est-à-dire sans a priori, et en se demandant simplement s'il existe une source cohérente de comparaison internationale. Cette source existe, c'est ce qu'on appelle la base BAC, BACH, qui est produite par la Banque centrale. Quel meilleur système d'information que la Banque centrale européenne? Eh bien, quand on regarde tranquillement, sereinement, la rentabilité, sous toutes ses formes, rentabilité en capital, rentabilité par rapport au chiffre d'affaires, rentabilité même d'ailleurs par rapport au coût de production des entreprises françaises, on s'aperçoit que la situation n'est pas, contrairement à ce qu'on pense tous, si spécifique que ça. La crise financière et la crise économique ont mis à mal fortement les chiffres d'affaires des entreprises françaises. Et ça a un coût, comme dans n'importe quelle crise économique et financière, sur la rentabilité du système.
Mais nous avons encore et toujours une rentabilité de nos entreprises qui est supérieure à celle des entreprises italiennes, espagnoles ou autres, qui n'est pas si différente que ça de la rentabilité des entreprises allemandes globalement. Par secteur, je vous l'accorde, les choses ne sont pas les mêmes. Vous trouverez des secteurs où on a décroché et des secteurs où notre rentabilité est un peu meilleure par rapport à l'Allemagne. Encore une fois, je ne cherche pas à faire la polémique. Je vous invite tous, et vous êtes des spécialistes de ça, à simplement aller voir l'analyse des bilans et des comptes de résultats réalisés au niveau international par cette base BAC. On s'aperçoit que les choses ne sont pas désespérées. Elles ne sont pas bonnes, mais elles ne sont pas désespérées. Et dans ce contexte-là, la question de l'ordre de priorité de la politique économique en termes de reprise économique est posée. Il faut prévoir les financements pour l'investissement à venir. C'était l'objet essentiel de mon exposé. Mais il faut aussi avoir en tête que la sortie de crise à court terme vient quand même de la capacité qu'on aura à faire en sorte que les entreprises vendent leurs produits et fassent du chiffre d'affaires et fassent de la top line. Si nous ne parvenons pas à relancer ce qu'on appelle en macroéconomie la demande, ce qui n'est pas égal à la consommation des ménages, comme beaucoup pensent, qui est simplement la question des marchés, de la vente sur les marchés, si nous ne parvenons pas à restabiliser au niveau européen la demande, nous aurons un problème. Et pour répondre à la question que vous avez évoquée, la compétitivité de la zone euro est bien évidemment liée au taux de change de l'euro vis-à-vis du reste des autres monnaies. Je ne vais pas vous cacher que je considère que la zone euro joue un jeu de bisounours dans la guerre actuelle entre les monnaies. Quand le Japon décide de déprécier son yen pour faire de la compétitivité dure dans la zone Asie-Pacifique, j'étais en Australie à ce moment-là, je peux vous assurer que ça marche immédiatement. Quand les États-Unis rentrent dans un bras de fer avec les Chinois pour ne pas se laisser faire dans leur débat commercial, ça marche aussi. La question, c'est est-ce que la zone euro a envie de rentrer dans cette guerre-là? Est-ce que la zone euro a envie tout simplement de ne pas se laisser faire dans cette bataille-là? C'est-à-dire, est-ce que la zone euro accepte, oui ou non, de se battre pour faire en sorte que l'euro baisse un peu? Pas beaucoup, baisse un peu. J'ai écouté Fabrice Brégier d'Airbus il y a quelques jours au Bourget. Il parlait d'un taux de change, on va dire, de rupture pour Airbus à 1,30. À mon avis, c'est plutôt un 25 d'ailleurs. Mais bon, passons. Je ne vais pas contredire M. Brégier. Il faut qu'à minima, l'euro soit en deçà de 1,30. Et si il pouvait passer en deçà de 1,25, bah, ça serait très bien. Parce qu'encore une fois, la première des batailles pour nous, c'est de vendre nos produits. De les vendre sur les marchés domestiques, c'est quand même 70% de vos chiffres d'affaires, et de les vendre à l'extérieur, c'est-à-dire non seulement au sein de la zone euro, mais bien évidemment aussi à l'extérieur de la zone euro. Dans le cadre de l'aéronautique, vous savez que la moitié des avions qui sont vendus actuellement dans le monde sont vendus aux Chinois. Donc on est vraiment sur une bataille de court terme qui est une bataille très classique en économie, qui est celui ou celle qui arrivera à faire en sorte de placer le maximum de ses produits, de refaire partir son chiffre d'affaires de manière à rendre de nouveau rentables les mécanismes d'investissement qui seront, j'en suis certaine, j'espère vous avoir convaincu là-dessus, le vrai principal moteur du prochain cycle de croissance économique en France et en Europe. Je vous remercie. Qui veut poser la première question? En assurance vie, mais il ne faut pas oublier que la situation actuelle est extrêmement favorable pour le financement de la dette publique. Et que la dette publique, actuellement, a déjà un niveau très élevé et va encore continuer à augmenter malheureusement dans les années qui viennent. Donc il y a une certaine contradiction entre avoir, ce qui est le cas actuellement, un taux d'intérêt, notamment sur les OAT, à 10 ans très bas, même s'il vient de remonter depuis quelques jours, et puis de prôner une réallocation qui viserait à faire déplacer une partie de ce qui est investi sur la dette publique, de le déplacer sur les investissements
disons, productif. Et puis, ma deuxième question, elle porte sur les suites de Bâle III. Ce qui a été dit est exact, mais à mon avis, il faut un peu le compléter. Parce que les normes de Bâle III sont des normes minimums sur ce qu'on appelle le pilier 1. Mais les autorités de régulation, donc actuellement c'est la CP, demain ça sera le mécanisme européen de stabilité, le MUS, va pouvoir demander un coussin supplémentaire aux établissements financiers en fonction d'un certain nombre de critères, jusqu'à 4, voire même, je crois, 5 points au-dessus des normes minimums de Bâle. Donc, c'est ça, à mon avis, qui va faire mal. Et également, ce qui va faire mal, c'est pour les établissements qui sont considérés comme susceptibles d'être systémiques, où eux, également, les normes n'ont pas encore été complétées, mais vont demander également un coussin supplémentaire en raison de leur caractère systémique. Donc je voudrais savoir si ce n'est pas de nature, disons, à un petit peu atténuer ce qui a été dit en ce qui concerne Bâle III. Il est vrai qu'actuellement, les grands établissements respectent Bâle III, mais ça sera Bâle III plus, et c'est le plus qui va faire mal. Alors, merci pour ce point que je n'ai pas du tout abordé et qui est très juste, qui est assez peu connu d'ailleurs. Le fait que Bâle III, c'est une chose, mais la régulation financière actuelle prévoit effectivement qu'on puisse renforcer les ratios même de Bâle III. Alors, c'est prévu effectivement au niveau européen, c'est aussi dans la loi bancaire française, puisque le nouveau Conseil de stabilité financière qui allie l'ACPR, le futur ACPR, avec le ministère des Finances, le Trésor, on crée un organe spécifique de régulation macrofinancière. Le Sénat a changé le nom, ça s'appelle Haut Conseil de stabilité financière maintenant. Je crois que le Sénat a changé le nom. Donc ce conseil aura effectivement la possibilité de choisir de modifier les ratios. J'ai envie de dire, vraiment, je n'arrive pas à imaginer que ces modifications puissent être demandées autrement que dans des situations extrêmement particulières de bulles avérées. C'est-à-dire que ce qui est prévu, ce n'est pas de donner la main à n'importe quel pays ou à n'importe quelle instance européenne pour modifier chaque matin les ratios de fonds propres ou les ratios de liquidité. Ce qui est prévu, c'est que, replaçons-nous en 2006, dans toutes vos entreprises, il y avait des gens qui commençaient à se demander exactement où étaient les bulles. Certains peut-être avaient déjà d'ailleurs repéré les bonnes bulles. Mais on savait tous qu'en 2006 qu'il y avait une bulle financière magistrale. Et dans des moments comme ça, il n'y avait pas en 2006 de moyens de tenter de limiter les effets de levier au-delà de ce qui... il n'y avait pas moyen d'ailleurs tout simplement de limiter les effets de levier, à l'exception de ce que pouvait faire la Banque Centrale Européenne au niveau des taux directeurs, ce qui reste quand même un outil à la fois très important mais en même temps unique. Je crois vraiment qu'il faut voir ces mesures dans cet angle-là, sous cet angle-là, c'est-à-dire avec l'hypothèse d'une crise qui amène une reformation de bulles à certains endroits. Je suis plus optimiste que vous sur ce point-là, je le suis moins sur les conséquences de Bâle III actuellement. Parce que Bâle III, sur les ratios de liquidité et de solvabilité, oui, est assuré par toutes nos banques. En revanche, la structure des actifs qui permettent le calcul du ratio de liquidité, donc le numérateur du ratio de liquidité, n'est pas complètement assuré à ce stade par toutes les banques françaises. Et donc, il va y avoir une modification de la structure d'actifs de certaines de nos banques. C'est un élément qui continue d'ailleurs à être discuté techniquement à Bruxelles. Moi, j'estime qu'il faut être les plus offensifs possibles maintenant pour assurer un spectre large d'actifs acceptés au numérateur du ratio de liquidité. Mais j'attire votre attention que sur ce point-là, nous ne sommes pas encore totalement compliantes avec le Bâle III tel que posé actuellement. Merci. René Carcenti de l'Association des marchés de capitaux internationaux. Merci beaucoup pour votre présentation.
J'ai une question au niveau des financements des entreprises par les marchés des capitaux et en particulier sur le financement obligataire des obligations d'entreprise. Il est évident qu'en Europe, lorsqu'on compare, et en France en particulier, lorsqu'on compare avec les États-Unis, effectivement, le financement bancaire par rapport au financement des marchés, inévitablement, va se déplacer en faveur des marchés des capitaux. Dans ce cadre-là, bien entendu, ce que vous avez mentionné au niveau de l'orientation de l'épargne vers les marchés des capitaux et au niveau de la fiscalité est bienvenu. Le souci, comme vous le savez, au niveau des opérateurs de marché, actuellement, c'est entre autres, et en particulier, la taxe sur les transactions financières. Je crois que vous n'êtes pas surpris, je vous pose la question. Mon objet n'est pas de discuter le bien fondé ou pas d'une taxe, ce n'est pas du tout l'objet, mais c'est la structure actuelle, telle qu'elle a été présentée par la Commission, qui pose un gros problème, un très gros problème, puisque les intermédiaires financiers, le financement, l'épargne, ne peut pas être dirigé vers l'entreprise. Et nous travaillons énormément sur ce sujet, le financement des entreprises par le marché obligataire, avec la forme et avec une taxe telle qu'elle est structurée actuellement. Ça pose énormément de problèmes, d'une part pour la liquidité des marchés, pour les opérateurs de marché. Je serais très heureux d'avoir vos commentaires sur ce sujet un peu délicat, je vous l'accorde. Très politique, surtout. Merci beaucoup. C'est vrai que je ne l'ai pas abordé. Je savais de toute façon que la question venait. Et d'une certaine façon, c'est un sujet un peu transversal à tout ce que j'ai évoqué jusqu'à présent, puisque on pourrait très bien avoir exactement les mêmes sujets sans avoir la taxe, et on pourrait avoir la taxe sans avoir les sujets que j'ai abordés à l'instant. Alors, où on en est du débat sur la taxe sur les transactions financières? La situation est compliquée parce que d'abord c'est une démarche européenne, c'est une première. Le mécanisme de coopération renforcée à 11 États qui amène une décision juridique pour tout le monde est une première. On ne l'a jamais vraiment fait encore. L'un des pays qui n'est pas parti aux 11 États, qui est le Royaume-Uni, a décidé d'ailleurs de faire un recours juridique devant la Cour de justice européenne, je crois, sur ce processus de décision à 11. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point politiquement que vous avez abordé, et je suis d'accord avec vous, c'est qu'en fait, nous sommes en face de positions différentes selon les institutions européennes. La Commission européenne a fait une proposition. C'est écrit, cette fois-ci c'est bon, on sait ce que la Commission européenne veut. Le Parlement européen va voter dans 10 jours, dans les 2 semaines, hein, je me trompe peut-être de date, dans les 2 semaines, une position qui appuie la position de la Commission européenne, notamment sur la question de l'assiette. Et le Conseil européen n'a pas de position officielle. Parce que le Conseil européen, qui est quand même un organe de direction, enfin de décision, pardon, n'a pas trouvé de consensus à ce stade. Je ne sais pas très bien comment les choses vont se passer, parce qu'il serait assez ennuyeux que la Commission et le Parlement soient sur une position plus dure pour la TTF que le Conseil, puisqu'il se trouve que c'est le Conseil qui est à l'origine de la démarche de la taxe sur les transactions financières. Donc, je vous avoue que je suis un peu mal à l'aise sur la façon dont tout ceci va atterrir. Moi, je vais vous faire une recommandation. J'ai entendu la problématique déjà de la structure même, c'est-à-dire résidence versus émission. Bon. Selon les positions de votre association, battez-vous sur un sujet, mais pas sur tous à la fois. La position qui est apparue il y a 1 mois et demi à peu près, 2 mois dans les journaux français, notamment de la part de la Fédération bancaire française, qui était une position de refus très dure, très fermée de la taxe sur les transactions financières, n'est pas une position qui politiquement à ce stade peut être entendue. Vous voyez, je vous le dis franchement, comme vous l'avez très bien dit d'ailleurs, il ne s'agit pas de savoir si on est pour ou contre. Elle va se faire, cette taxe sur les transactions financières. Donc la position de déni total n'est, à mon sens, pas très utile pour ceux qui la défendent. Enfin, bon, je ne suis pas à la place de la Fédération bancaire française et je ne me permettrai pas de m'y mettre. En revanche, comme la négociation a lieu à 3 et de manière extrêmement politique, se battre sur 1 ou 2 thèmes me paraît beaucoup plus pertinent selon les desiderata et les intérêts évidemment des uns et des autres. J'insiste, 1 ou 2 thèmes maximum.
Parce qu'en échangeant avec les uns et les autres juste avant le petit déjeuner, je me suis aperçue que les débats qui ont lieu actuellement à Bruxelles ne portent pas forcément sur les thèmes qui vous sont chers. Ce qui est actuellement débattu à Bruxelles, notamment au sein du Conseil, c'est la largeur de l'assiette. La question de la structure de la taxe n'est pas à ce stade le principal objet de discussion. Je plaide, moi, pour que la structure soit la plus intelligente possible, et je suis prête d'ailleurs à discuter avec les uns et les autres et à intervenir si vous jugez utile pour permettre cette réflexion. Je pense que l'assiette doit être la plus large possible. Plus certains pays se battront pour une réduction de l'assiette, plus la Commission européenne aura gain de cause sur les autres sujets. Je ne sais pas si je me fais entendre. Donc voilà, la situation politique est la suivante. Tout le monde aura au final un morceau de la négociation à son avantage. Si vous souhaitez, vous, que le sujet de la structure même de la taxe soit le principal sujet porté par notre pays ou par l'une des structures parties à la négociation, n'hésitez pas à le dire. Et je vous invite, dans ce cas-là, à être peut-être plus réservé sur d'autres thèmes qui peut-être vous tiennent aussi à cœur, mais qui seront plus difficilement audibles dans le cadre général très complexe, encore une fois, de la négociation de la TTF en Europe. Daniel Biernet, Saint-Gobain. Je pense que la plupart des entreprises autour de la table seront assez d'accord avec l'un des constats que vous avez fait à la fin de votre présentation, qui était que ce dont les entreprises avaient besoin avant tout aujourd'hui, c'était de chiffre d'affaires et d'une meilleure activité économique. Alors même si ça n'était pas l'objet de vos rapports ou de vos contributions au projet de loi, quel serait de votre point de vue, et je suppose que vous participez aux réflexions économiques au sein du gouvernement, que vous l'alimentez en propositions, quelles seraient selon vous les principales mesures que devrait prendre le gouvernement pour essayer d'accélérer l'évolution du cycle, sachant que vous avez parlé de la compétitivité externe avec la monnaie, mais d'abord c'est plutôt quelque chose qui dépend du niveau européen et pas du niveau français. Et ensuite, ça n'est qu'une toute petite partie de l'activité économique. Donc sur le cœur de l'activité économique, qui est l'activité nationale, si tant est qu'il puisse faire quelque chose, quelle devrait être l'action du gouvernement ? Alors déjà, je vais défendre ce qu'ils font avant de défendre ce qu'ils pourraient faire. Votre question est cruciale. Au fond, tout le débat très théorique, mais qui est incroyablement pratique pour vos entreprises entre austérité et croissance est dans votre question. C'est-à-dire qu'au fond, la politique, la trajectoire macroéconomique de la France et de l'Europe actuellement, c'est un débat entre priorité de rétablissement des finances publiques versus priorité de rétablissement du chiffre d'affaires des entreprises. Je le résume de manière peut-être un peu brutale, mais à mes yeux, c'est vraiment comme ça que la question se pose en 2013. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Quand on sait qu'il faut rétablir les finances publiques, parce qu'on n'a pas le choix, parce que la course contre la montre de la remontée des zones d'intérêt à 10 ans est désormais bel et bien lancée. C'est plus du fantasme. Depuis 3 semaines, depuis 2 semaines, on va dire, c'est du vrai, c'est de la réalité. Il faut penser aux entreprises et aux chiffres d'affaires des entreprises de manière extrêmement pragmatique. Vous êtes Saint-Gobain. Quand on annonce un moratoire sur toutes les normes dans le bâtiment pendant 2 ans, je ne sais pas si ça remonte à des groupes comme vous de manière concrète, mais je peux vous assurer que dans ma circonscription, c'est du concret. C'est vraiment des chantiers qui n'auraient pas été lancés et qui le seront parce que, tout simplement parce que les coûts de construction qui sont vraiment le principal problème actuellement pour lancer certains projets, ces coûts de construction seront de fait peut-être pas gelé, mais en tout cas le plus freiné possible par ce type de décision. Encore une fois, si je prends tout le bâtiment, tout ce qui est décision par ordonnance, tentative de lâcher du foncier, gel sur les normes, etc., ça peut paraître une liste
d'éléments microscopiques. Enfin, au final, dans un secteur comme le bâtiment, c'est quelque chose de très concret et qui permet de relancer le chiffre d'affaires. Sur l'industrie, je l'ai dit, hein, l'industrie, le sujet principal, c'est quand même la question de l'exportation, et pas que l'exportation en Europe. Évidemment, il faut tenter de convaincre nos amis allemands de faire un peu de croissance, parce que si eux n'en font pas, personne n'en fera en Europe. Mais je veux dire, le débat est très européen, c'est-à-dire que c'est vraiment les choix macroéconomiques de l'Europe, et c'est quelque chose qui n'est pas complètement établi, et j'espère que le Conseil européen des 26 et 27 juin permettra de renforcer encore ce message de priorité de la croissance dans notre zone. Je suis beaucoup plus embêtée pour tout ce qui est industrie de la consommation, et domaine de la consommation et domaine des services. Je ne vais pas vous mentir, les vraies inquiétudes conjoncturelles aujourd'hui en France, et j'imagine que certaines entreprises sont concernées, c'est le ralentissement des services au premier, au deuxième, au troisième trimestre 2013. On est dans une activité pour les services, notamment aux particuliers, qui est la plus faible depuis 1993. Donc là, on est au cœur d'une problématique simple, ça s'appelle le pouvoir d'achat des gens. Puisque service aux particuliers ou grande consommation, parce que c'est la même chose d'après les dires des patrons de grande consommation que j'ai pu rencontrer à l'Assemblée, on est vraiment sur une question de pouvoir d'achat. Et là, on aborde une question macroéconomique beaucoup plus ennuyeuse, parce qu'on peut alors là être en désaccord, c'est la question de la lutte contre le chômage. L'annonce qui a été faite il y a 2 jours, ou un jour, je ne sais plus, d'augmenter d'1 milliard d'euros les emplois aidés en France, le financement de la politique de l'emploi, pour moi, ce n'est pas une question exclusivement d'objectifs de chômage. C'est bel et bien une question d'objectifs de pouvoir d'achat et donc au final de services et de grande consommation. Maintenant, c'est un sujet qui, dans un contexte de redressement des finances publiques, est un arbitrage de tous les jours. Et s'il y avait le moindre doute, je peux vous dire très clairement que je ne crois pas que nous puissions aujourd'hui faire une politique de relance dans notre pays. C'est dit. Mais ça signifie aussi qu'il y a certains secteurs, et notamment encore une fois les secteurs qui sont autour de la consommation des ménages, qui auront une année 2013 très longue. Hervé Labbé, France Télécom. Vous avez répondu à Daniel sur des mesures de court terme pour éviter finalement qu'il y ait une amplification de la crise. Mais quelles sont les réformes structurelles qui permettraient d'améliorer le potentiel de croissance en France qui est de l'ordre de 0,5 %? Qu'est-ce qui permettrait de gagner un point? Quelles sont les 3 mesures qui permettraient de gagner un point? Écoutez, merci pour cette question, parce que comme on a annoncé, les 30 Glorieuses sont devant nous et que c'était exactement le calcul qu'on faisait. Non mais merci, parce que honnêtement, c'est très compliqué de parler en termes de croissance potentielle dans notre pays. C'est vraiment un sujet, pour le coup, très abstrait pour les gens. Et je crois que c'est le sujet fondamental. C'est-à-dire qu'on a des sujets très importants de financement ou de lutte contre la conjoncture mauvaise de court terme. Mais on a d'abord et avant tout pour nous et pour les générations futures, la question de la croissance potentielle du pays. Première chose, moi je pense que la croissance potentielle de notre pays n'a pas été si abîmée que ça par la crise financière. C'est un débat très polémique, puisque certains pensent que la croissance potentielle de la France est en dessous de 1% maintenant. Moi, je pense qu'on est toujours dans la zone de 1,6, 1,7. Voilà, je vous le dis franchement, je pense que notre croissance potentielle n'est pas en train de s'effondrer, qu'on a de la productivité. C'est l'objet de mon second livre qui sort le 5 septembre. Je pense que la productivité globale des facteurs, donc la productivité des entreprises, votre productivité à vous, n'a pas été chahutée tant que ça, du fait même de la structure de production de notre pays. Pour autant, elle n'est pas suffisante. C'est-à-dire que si on a entre 1,5 et 1,7% de croissance potentielle, ce n'est pas la gloire et ce n'est pas quelque chose qui nous amènera dans les 30 prochaines glorieuses. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Votre secteur est fascinant pour ça. La question, c'est celle des financements de secteurs d'infrastructures dans les 15 prochaines années. Énergie, communication, transport et santé, que je rajouterai, mais de manière de part. Il faut que nous parvenions à faire un plan d'investissement public-privé, soyons clairs, il ne s'agit pas de faire du financement d'investissement public pur, du public-privé, sur les grandes zones de secteurs sur lesquels la France est spécialiste. La France est spécialiste
de quelque chose de très particulier, c'est tout ce qui est l'ingénierie. Notre grosse productivité, elle vient vraiment à chaque fois de notre capacité d'ingénierie, y compris d'ingénierie financière, dans des secteurs comme Saint-Gobain, où on ne l'imaginerait pas a priori. Et donc en fait, on a cette question de l'ingénierie dans les télécoms, dans les transports, dans l'aéronautique, dans l'eau évidemment, dans tout ce qui est grandes infrastructures vendues dans le monde entier. Et la question, c'est comment faire en sorte que cette ingénierie soit encore plus, ait des marchés et de la surface dans le futur. Et moi, ma conviction est très simple, c'est que c'est des problématiques de plan d'infrastructure. Infrastructure tous azimuts, avec deux conditions à ça, fondamentale, et là je fais un appel à tous ceux qui sont intéressés par le sujet parce qu'on n'est pas très nombreux à s'intéresser à ça, c'est la question des règles de concurrence en Europe pour permettre le développement des infrastructures futures, le financement. Je pense qu'on est face maintenant à une impasse dans ce contexte-là, qu'il faut lever certaines... qu'il faut modifier, pardon. Je ne veux surtout pas que vous mésentendiez mes propos, sinon M. Barroso va vraiment finir par penser qu'il n'a que des ennemis en France. Je pense qu'il faut réfléchir différemment certaines règles de concurrence en France, sur les télécoms, sur les autoroutes, en France et en Europe, pardon, excusez-moi, sur les autoroutes, sur l'industrie de l'eau, etc., etc., que dans le contexte actuel, il n'y aura pas moyen de financer les besoins d'infrastructures numériques, les besoins d'infrastructures de TGV, les besoins d'infrastructures tous azimuts que nous avons en Europe. Donc ça, c'est un grand chantier politique, un grand chantier économique, mais qui pour la France serait vraiment de la vraie croissance potentielle, si nous avions ça. Et puis le deuxième sujet, c'est la question du partenariat européen. C'est-à-dire que nous ne parviendrons plus à faire de la croissance potentielle sans nous trouver des accords avec d'autres pays et des accords qui soient des accords gagnant-gagnant. On me racontait un petit peu la négociation entre les rentabilités, enfin les points de construction, entre guillemets, de la 400M versus la 320-319 entre l'Allemagne et la France. Bon, tout se négocie. Tout est possible. Enfin, globalement, il faut quand même qu'on se mette d'accord avec nos partenaires allemands, nos partenaires espagnols, nos partenaires britanniques sur un certain nombre de grands projets que nous voulons monter. Le président de la République l'a dit, mais je crois que c'est vraiment une évidence à mettre en œuvre tous ensemble. Le ADS de l'énergie, le ADS de l'eau, le ADS des transports routiers. C'est ça la croissance potentielle de l'Europe de demain. Le ADS du numérique, c'est ça la croissance potentielle de demain. Et ça passe par les questions de règles de concurrence et les questions d'accords européens, d'objectifs européens communs. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à des éléments. Après, voilà, c'est quelques idées. Il y en a sans doute beaucoup d'autres, mais je crois très fortement à ces axes-là. Merci beaucoup. Madame, bonjour, Jérôme Laure. Pour faire écho à la question d'Hervé, à votre propos, en fait, l'infrastructure, c'est effectivement quelque chose sur laquelle il y a moyen de construire la croissance de demain, mais aujourd'hui, vous évoquiez les problèmes de liquidité que BAL 3 crée sur les banques. Or, les banques sont les principales, aujourd'hui, en Europe continentale, en tout cas, les principales pourvoyeurs de fonds pour ces projets d'infrastructure. Et est-ce qu'il n'y aurait pas un combat à mener pour assouplir un petit peu ces règles de liquidité dans un premier temps pour permettre d'engager ces projets et éviter justement de mettre un poids supplémentaire sur les finances publiques? Oui, j'ai bien précisé que dans la logique que j'essayais de défendre, c'était bien du partenariat public-privé et qu'il était hors de question de faire porter un plan d'infrastructure sur les financements publics et que par conséquent, c'est du financement privé et par conséquent, ça passe par des systèmes bancaires ou assurantiels. Ou disons le mot, puisque vous êtes spécialiste de ça, on va devoir se poser la question de la titrisation de certaines obligations liées à des infrastructures. Que ce soit des marchés de bonding ou que ce soit des marchés de loans, c'est-à-dire de la titrisation de crédit, voilà, c'est la prochaine étape sur ce type de financement, à la limite près qu'il faut que, encore une fois, nous trouvions un accord pour que ces financements-là soient eux-mêmes, je veux dire, pas une fuite en avant par rapport à la régulation de BAL 3 et de Solvency 2. C'est-à-dire qu'il faut à la fois accepter d'aller vers ça, et en même temps, il faut le faire de manière tranquille, c'est-à-dire en se disant qu'il ne s'agit pas non plus de basculer tout dans une forme évoluée et présentable de shadow banking. Voilà.
sais pas si je réponds à votre question. Une dernière question. Écoutez, je vais vous la poser si vous voulez. Là, tout à l'heure, vous avez évoqué les fonds propres, vous avez évoqué la dette. Aujourd'hui, il y a un véhicule qui est en cours de création, ou qui est plus ou moins créé, c'est BPI France. Comment vous positionnez BPI France dans cet ensemble-là? Bon, j'ai honte, hein, j'aurais dû parler de la BPI quand même. Je ne vous le dirai pas au ministre de l'économie. Alors, la BPI est quand même une structure qui est à la fois indispensable dans un cas de... Quand on est face à une aversion totale pour le risque, une banque publique, c'est la solution. Voilà, c'est le moment où une banque publique est vraiment utile, parce que l'aversion du risque est telle qu'il faut que le risque soit pris de manière un peu plus, un peu plus collective, et ça sert à ça une banque publique. Donc moi je pense que la BPI est absolument cruciale dans les moments comme aujourd'hui, où certaines petites structures, parce que tout le monde n'est pas en crise, même si beaucoup d'entreprises ont énormément de mal aujourd'hui, tout le monde n'est pas en crise. Il y a des entreprises qui vont bien, mais qui ont besoin d'aide de financement, et la BPI intervient, à mon avis, de manière très claire là-dessus. Je crois qu'il ne faut pas tout attendre de la BPI non plus. C'est-à-dire que je pense que la BPI est indispensable. Dans ma circonscription, toutes les entreprises innovantes se financent via se finançaient via Oseo et se financent désormais avec la BPI. Donc ce n'est pas un fantasme, hein. Je peux vous donner des exemples d'entreprises fantastiques qui ont des innovations remarquables et qui n'ont trouvé à se financer que via Oseo. Les banques commerciales refusaient de suivre parce que c'était trop risqué. Bon, donc c'est très utile, et en même temps, il faut remettre les choses dans leur contexte. Cela ne peut être que le moyen d'éviter des ruptures de marché particulières. Ça ne peut pas être évidemment la solution du financement global de l'économie française. Merci madame. Donc il est bientôt 10 heures et comme vous le savez, donc notre règle s'impose donc à l'ensemble de ces interventions. Moi je voulais vous remercier pour le temps qu'on a passé avec vous, parce que j'ai trouvé que c'était très intéressant. Le dialogue avec l'ensemble des participants m'a particulièrement réjoui et je n'ai pas vu le temps passer, je vous en remercie. Je me permettrai simplement d'attirer votre attention sur un point qu'on n'a pas soulevé, ou de manière tout à fait indirecte concernant justement les financements de projets. Merci de prendre en compte les réglementations agences, parce que je pense qu'il est très important pour nos entreprises d'avoir cet aspect-là en tête, enfin pour les entreprises et pour bien évidemment les élus dont vous faites partie, parce qu'aujourd'hui, c'est plus tellement en IFRS, c'est pas du tout en comptabilité sociale qu'on raisonne. Je parle là essentiellement pour les groupes notés, on est plusieurs à l'être dans la salle, mais c'est en comptabilité agence. Donc ça, il faut à mon avis avoir ça en tête lorsqu'on parle de projets, de financement de projets, project financing, c'est à mon avis quelque chose de très important. Merci également pour le conseil que vous nous avez donné s'agissant de la négociation que nous devons mener les uns et les autres en matière de taxes sur les transactions financières. Je vous rappelle donc le 12 septembre prochain, bien, ça sera le directeur général de la BPI qui sera à votre place. Peut-être aurez-vous le temps de venir l'écouter. En tout cas, on vous accueillera avec énormément de plaisir. Et puis, rendez-vous le 5 septembre pour découvrir votre livre, puisque vous avez... Donc, je ne peux que participer à la promotion de cet ouvrage, en espérant qu'effectivement, les 30 glorieuses sont devant nous. Merci à tous.